Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres de l'actualité de ce 14 août. 250 jeunes sont partis à la découverte d'infrastructures dans la région d'Arta. Dans le reste de l'actualité, il y a les premières inscriptions électorales. En 56 ans à Mogadiscio, le président s'est inscrit au registre. Et dans l'actualité internationale, la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, fait un grand pas vers un marché unique et prospère. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous. En ce 14 août, deuxième journée de la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, un programme riche en découvertes pour les 250 jeunes sélectionnés. Une sortie au lac Assal, lors de cette journée riche en découvertes. Ce type d'événement a pour objectif de renforcer les liens entre les jeunes de la capitale et les différentes régions de l'intérieur du pays pour leur permettre de découvrir leur pays et son patrimoine. La visite au lac Assal, site touristique naturel le plus visité du pays, a permis à ces jeunes de connaître leur pays. Il est connu également pour être le point le plus bas du continent africain, à 155 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est également l'un des lacs les plus salés au monde, avec une concentration en sel 10 fois supérieure à celle de l'eau de mer. Balinol amano Jabuti tiro agafalo Inkit binane mogolulu Ilmi diga barisa Agat balinol amano Jabuti tiro agafalo Inkit binane mogolulu Ilmi diga barisa. De leur visite du lac Assal, nous avons pu recueillir ces quelques réactions. Nous nous situons actuellement sur le beau site du lac Assal. Je suis avec mes camarades de l'ANPH. Nous commémorons la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse et nous remercions le ministère pour nous avoir permis d'y participer. Aujourd'hui, on est à lac Assal. Voilà, c'est très émouvant. C'est une grande aventure. Je m'appelle Goumati Mohamed Hassan, je suis une jeune de la région d'Etajoura. Je suis vraiment très fière de voir l'impact positif sur notre communauté et nous apprécions particulièrement l'effort et la créativité en mise en œuvre pour rendre cet événement inoubliable. Et après le lac Assal, cap vers Arta, au programme Découverte, Sciences, Santé, Engagement écologique. L'Observatoire sismique d'Arta, accueilli par les responsables du centre, ces jeunes ont pu découvrir l'importance stratégique de ce site unique en son genre. L'Observatoire surveille en permanence l'activité sismique et volcanique dans la région de la Corne de l'Afrique. Il joue également un rôle essentiel dans la prévention des risques naturels, notamment en alertant les autorités en cas de séisme majeur. La visite instructive a permis aux participants de comprendre comment la science protège la population. Les jeunes ont enfilé également leurs gants pour une séance de plantation d'arbres, un geste simple mais fort pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Objectif, verdir la région, créer des zones d'ombre, améliorer la qualité de l'air et protéger le sol de manière concrète, d'associer citoyenneté à l'environnement. Enfin, la journée s'est terminée par la visite de l'hôpital régional d'Arta. Cet événement, un établissement de 128 lits est l'une des références médicales du pays. Les jeunes ont pu découvrir les techniques chirurgicales modernes comme l'endoscopie, la chirurgie au laser ou encore la cystoscopie. L'hôpital est également à l'origine des premières greffes de la cornée réalisées en République de Djibouti, un véritable progrès pour le secteur de la santé. Entre sciences, écologie, santé, cette deuxième journée a offert aux participants une vision concrète des richesses, des défis du pays.
comment est organisé l'hôpital régional d'Arta. C'est un hôpital qui est sous la tutelle de la CNSS. C'est un hôpital qui prend en charge, plusieurs cas de pathologies, généralement des patients des pathologies chirurgicales. Donc dans ce cadre-là, on les a fait visiter l'hôpital. Grand plan cette fois sur le déroulement des 13e Jeux de la jeunesse aux Seychelles. La République de Djibouti a vécu des moments forts à ces 13e Jeux des sports de l'océan Indien avec 9 médailles au compteur, revenant sur cet exploit national. La République de Djibouti a vécu des moments de gloire au 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Ils sont au sommet grâce à une moisson exceptionnelle de 9 médailles. Un palmarès éclatant pour nos champions et championnes. Nos athlètes ont brillé de mille feux lors des dernières compétitions, portant haut les couleurs de leur pays grâce à un total impressionnant de 9 médailles remportées dans différentes disciplines, dont 4 en or, 2 en argent, 3 en bronze. Une moisson qui témoigne d'un travail acharné, d'un talent affirmé et d'une détermination sans faille. Hawa Omar Galab a dominé avec puissance et élégance l'épreuve du 3000 mètres, s'imposant avec brio. Khalid Ahmed Miguel, véritable révélation de cette édition, a raflé 2 titres majeurs en s'illustrant sur le 800 mètres et le 3000 mètres. Farah Abdoulaye Adosh, athlète polyvalent et constant, a conquis l'or en 1500 mètres, ajoutant une touche éclatante à ce palmarès. 2 médailles d'argent, à savoir Souaib Habib Aynan a su faire preuve d'endurance et de régularité, décrochant 2 belles médailles d'argent sur les épreuves exigeantes du 1500 mètres et du 3000 mètres. 3 médailles de bronze, à savoir Hibo Ismaël Hussein a remporté la 3e place sur le 800 mètres, confirmant sa progression remarquable. Farah Abdoulaye Adosh, déjà auréolé d'or, a également montré sa ténacité en obtenant la bronze aux 800 mètres, ajoutant ainsi une 50 médaille à son actif. Ryan Fahad Anis s'est illustré dans un domaine différent, mais tout aussi compétitif, le jeu E-sport, où il s'est hissé. Ce palmarès exceptionnel reflète l'engagement et le talent de ces jeunes athlètes qui incarnent l'avenir prometteur du sport national. Félicitations à tous les médaillés. Sur les terrains du stade limité, le drapeau djiboutien a été hissé à maintes reprises, tandis que l'hymne national a retenti avec force, symbolisant la détermination et l'excellence de nos jeunes athlètes, surtout en athlétisme, sport-nation, prédilection. Cette performance illustre le dynamisme de la jeunesse djiboutienne et couronne des années d'efforts et de préparation de la part de la fédération. Ainsi, nous saluons le dévouement de nos athlètes, dont la persévérance a porté haut les couleurs nationales. Nos remerciements vont également aux sélectionneurs et entraîneurs de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, au stade technique de la délégation, au groupe médical de la police et surtout l'accompagnement précieux de l'équipe ministère de la Jeunesse et des Cultures qui n'a ménagé aucun effort pour faire cette participation de la 13e édition des Jeux de la CIGEO une réussite collégiale sur toutes les volets. Cette moisson de médailles dépasse nos espérances et consolide Djibouti parmi les nations montantes de la région. Elle témoigne du potentiel de notre jeunesse et renforce notre foi pour la
عيارتني عوضلي حدود ضاد حوجي عيارها الدنيا دا قول عروسك كانوا مدحوينهن عيلترن ديق سني ماكو عن بهاي عودكو إني هوري كوما إذان عيار. Et après le sport, nous allons parler de la météo. Et bien après les fortes chaleurs d'hier, la ville retrouve un souffle. Les températures, bien qu'encore élevées, affichent une légère baisse et une calmie, et accueillie comme une bénédiction par les habitants. Car la veille encore, à la même heure, le mercure affichait 36 degrés dans les régions de l'intérieur. Vers 18 heures, de fortes averses ont surpris plusieurs localités telles que Adeilou qui a reçu 24 mm de pluie, Ronda 14 mm, Odaï, une bénédiction tombée du ciel après plusieurs jours de canicule. Les services de la météorologie confirment un système de mousson à l'origine de ces précipitations. À Tadjoura, Tadjoura lance l'étude de faisabilité de ces jardins urbains et périurbains. Le conseil régional de Tadjoura a accueilli un consultant agronome international financé par l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet de jardin urbain et périurbain de la ville de Tadjoura et de ses périphéries destinées exclusivement aux femmes. La mission a débuté par une rencontre en consultant et le président du conseil régional en présence de Madame Bianca, officier d'appui au projet de l'OIM à Djibouti et du préfet de la région, suivi d'une séance de travail avec les femmes jardinières et des volontaires qui envisagent de s'engager dans cette initiative de maraîchage. L'étude visait également à identifier les besoins et attentes des femmes ciblées, évaluer également les ressources disponibles, surface d'eau, équipements, etc. Analyser également l'impact économique et potentiel, évaluer les produits maraîchers importés à Tadjoura et d'élaborer également un plan de mise en œuvre de gestion durable avec estimation du coup. Et à cet effet, nous vous proposons de suivre le mot de la consultante et expert internationale. De faisabilité pour la mise en place des jardins urbains et périurbains dans la région de Tadjoura. C'est très important pour nous de travailler en place ce type d'activité et qui donne une importance particulière à la mise en place de projets communautaires avec la communauté de Djibouti. Dans quelle mesure on améliore l'existant pour ce qui concerne les périmètres maraîchers et comment, dans quelle mesure on crée de nouveaux. Et tout ceci ne peut pas se faire justement sans votre accompagnement, on va dire dans votre dos. C'est avec vous que cela va se faire, qui s'intéresse à beaucoup de thématiques telles que l'eau potable, l'assainissement, les barrages, l'irrigation. Voilà, donc ici, il va être essentiellement question d'aménagement hydro-agricole. Et certainement, les solutions viendront de vous. Le président du conseil régional s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Du changement climatique et compte tenu aussi de la politique du gouvernement qui voudrait que la production nationale soit augmentée d'une manière significative, les jardins urbains à Tadjoura vont y contribuer énormément. Cette étude va toucher à peu près 200 ménages. Dans un premier temps, ça sera, quand je dis l'agriculture urbaine, ça sera au niveau de l'intérieur des logements des Tadjouriennes. On compte beaucoup, surtout. Je sais qu'il y a des défis à relever. Ce n'est pas facile. L'agriculture n'étant pas dans notre coutume, il faudra relever beaucoup de défis, mais grâce à nos partenaires et grâce aussi à la persévérance de nos femmes, nous pourrons y arriver. De la présence du préfet qui soutient aussi nos initiatives, je pense qu'on va y arriver, malgré les difficultés, à ce que Tadjoura soit une ville résiliente.
À Genève, les négociations de l'ONU progressent pour un traité mondial sur la pollution plastique. Des organisations non gouvernementales et environnementales ainsi que des experts en droit participent aux discussions et échangent des propositions visant à renforcer la mise en œuvre pratique et contraignante du traité tout en tenant compte des avancées scientifiques et de l'importance de la gestion et du recyclage des déchets plastiques. Ces négociations s'inscrivent dans la continuité de 5 cycles précédents depuis 2022 visant à aboutir à un accord international contraignant sur la production des plastiques. Le traité vise également à développer des politiques globales de gestion des déchets et à renforcer la coopération internationale pour limiter les impacts de la pollution plastique, protégeant ainsi l'environnement et la santé des générations futures, tout en illustrant l'engagement de la communauté internationale pour un avenir plus propre et durable. Parlons toujours environnement avec ce magazine portant sur la pollution plastique qui représente l'un des défis environnementaux les plus urgents de notre époque. Face à l'accumulation de croissance est née à Obok la fabrique, un projet pionnier que nous vous proposons de découvrir dans ce magazine. La pollution plastique représente l'un des défis environnementaux les plus urgents de notre époque. À Obok, ville côtière nichée au nord-est de Djibouti, une initiative locale et durable apporte une réponse concrète à ce fléau mondial. C'est dans cette région, d'une beauté naturellement exceptionnelle, mais également d'une grande fragilité écologique, qu'est née la fabrique. Face à l'accumulation croissante des déchets, à la pression migratoire constante et à l'influence des infrastructures locales, le Conseil régional d'Obok, en collaboration avec la préfecture et l'OIM, a décidé de passer à l'action. Avec le soutien de l'Union européenne, une solution audacieuse et solidaire a vu le jour en 2022. C'est ainsi qu'est née la fabrique, un projet pionnier à la croisée des enjeux environnementaux, de l'économie sociale et de la dignité humaine. Donc c'est une unité qui est fonctionnelle depuis 2022. Nous produisons les pavés autobloquants, qui est une première au niveau national. Et les perspectives à moyen terme, à court et à moyen terme, c'est d'abord diversifier les produits que nous faisons en colorant le produit pavé donc autobloquant qui est ici, mais également nous allons construire des pavés routiers qui sont faits à base de tous les produits recyclés. La production est passée du début, on était à 50 pavés et aujourd'hui nous sommes pratiquement à 160 pavés par jour, soit donc 1,5 mètre, on va dire, à peu près dans 2 mètres carrés. Au centre de cette aventure, il y a Khadija. Elle est la seule femme à travailler au sein de l'équipe technique. Entourée d'hommes, elle tient sa place avec force et conviction. Pour elle, ce n'est pas qu'un emploi, mais une mission. Un engagement envers sa ville, pour un avenir plus propre. Mon nom est Khadija Ali Mohamed, j'ai 27 ans. Je fais partie des 5 employés ici et je suis la seule femme. Ça fait 3 ans que je travaille ici et j'en profite. Chaque jour, les déchets plastiques sont collectés par une trentaine d'habitants issus d'une communauté vulnérable dont 16 hommes et 14 femmes. Mon nom est Hassan Dardar. Depuis qu'on a commencé ce travail, on arrive à subvenir nos besoins. On collecte les déchets, on les ramène ici et en échange, on reçoit de l'argent. Ça a changé nos vies précaires. Mon nom est Fatouma Ibrahim Mohamed. Ce travail permet d'embellir la ville et aussi des décès qui n'avaient rien. Dieu merci, c'est un acte noble que rapporte. On ramasse tout le déchet de la ville. Une fois collectés, les plastiques sont broyés, traités mécaniquement avec un mélange de sable. Résultat, un produit fini, des pavés prêts à être utilisés dans des projets urbains.
magaca Hassan Mohamed Burhan ay usine de recyclage ka superviseur hay. Mon nom est Hassan Mohamed Burhan, je suis superviseur de cette usine. Le travail a commencé en 2022. On est 35 employés, 30 collecteurs qui enlèvent les déchets dans les quartiers, 4 techniciens qui les transforment et un gardien. Depuis le début, un grand progrès a été fait. Si je parle de cette usine, je dirais qu'elle est la première au niveau national et la troisième au niveau continental. En septembre 2024, la fabrique a franchi une nouvelle étape. Sa gestion a été officiellement transférée au Conseil régional d'Obok. L'OIM continue d'apporter un appui technique et financier, mais c'est désormais la communauté locale qui pilote le projet. Grâce à cette initiative, les déchets sont devenus une ressource. Les habitants, des acteurs du changement. La région d'Obok a mis en place un projet d'environnement avec l'appui de l'OIM. Et c'est à partir donc, de cette idée donc, de préserver l'environnement qui est venue aussi petit à petit à germer l'idée de mettre en place un développement durable en s'appuyant donc sur la première idée. Et c'est là que nous avons mis en place la première fabrique, une fabrique d'abord artisanale, a vu donc ses effets limités et on s'est perfectionné à partir de là pour améliorer la production des pavés de la fabrique. Cette fabrique n'est pas là seulement pour sauvegarder l'environnement, mais aussi génère un développement et surtout des revenus pour les plus démunis. Selon Bianca de l'OIM, la fabrique est un exemple concret de mobilisation de la communauté pour une protection de l'environnement tout en créant des emplois. Et bien sûr, le projet de l'usine de recyclage ne serait pas possible sans l'appui de différents partenaires et bailleurs qui nous ont appuyés jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais mentionner le Royaume-Uni, la Norvège, la Danemark et la Suède, qui sont tous des bailleurs qui ont contribué et qui contribuent actuellement au fonctionnement de l'usine dans dans le chemin pour rendre l'usine autonome et durable dans le long terme, ce qui est en ce moment la priorité pour le Conseil régional d'Obok et l'OIM. À Obok, chaque pavé raconte une histoire, celle d'un combat contre la pollution, d'un espoir partagé. C'est une petite usine qui, pierre par pierre, construit un avenir plus propre, plus juste, plus durable. La fabrique, là où le plastique cesse d'être un déchet, pour devenir une solution. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Je vous l'ai annoncé en début de journal, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a procédé à son inscription sur les listes électorales. Cet acte marque sa participation aux premières élections directes au suffrage universel que le pays s'apprête à organiser depuis plus d'un demi-siècle. Dans une allocution adressée à la population, le président somalien a salué les efforts de la Commission nationale électorale, soulignant les mesures engagées pour garantir la tenue d'un scrutin libre, transparent et inclusif, offrant ainsi à chaque citoyen l'opportunité d'exercer son droit constitutionnel et de choisir ses dirigeants. Autre actualité, l'accord global du Caire, alors que l'arrivée du premier ministre palestinien au Caire est attendue dimanche prochain, une délégation du mouvement de résistance du Hamas a discuté au cours des 2 derniers jours d'une proposition globale concernant la bande de Gaza avec les médiateurs égyptiens. La délégation du mouvement a exprimé une grande réceptivité, selon une source égyptienne bien qu'informée des négociations hier mercredi, dans un contexte où les sources ont indiqué aujourd'hui jeudi que l'accord prévoyait la fin de la guerre en échange d'un de prisonniers, et ça se fera en 2 phases. Il stipulait également que le Hamas s'engage à un cessez-le-feu prolongé et à geler l'activité de sa branche militaire pendant une période transitoire. Nous allons parler sport avec cette soirée du 13 août qui a offert un spectacle électrisant au championnat d'Afrique des Nations. Au lever du rideau, Madagascar a arraché une victoire précieuse face à la République centrafricaine sur le score de 2-0.
Dans la deuxième affiche, la Mauritanie a imposé sa loi face au Burkina Faso, s'offrant un succès stratégique qui la rapproche sérieusement du quart de finale. Et pour clore ce journal, nous allons parler de cette zone de libre-échange africaine. L'Afrique avance résolument vers une intégration économique renforcée grâce à l'accord sur la libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Entré en vigueur donc au début 2021, cet accord ambitieux vise à créer le plus grand marché unique au monde en nombre d'États regroupant 55 pays, environ 13 milliards d'habitants et un PIB de 3,4 billions de dollars. Les économistes estiment que cet accord représente une plateforme stratégique pour faire de l'Afrique une puissance économique mondiale à condition de poursuivre les investissements dans les infrastructures, de renforcer également les cadres institutionnels et de sensibiliser davantage aux règles de commerce. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.